Chapitre 4. Phileas Fogg conduit tout de suite Mrs. Aouda chez son oncle. Mais depuis 2 ans, cet homme n'habite plus Hong Kong. Après quelques bonnes affaires, il est devenu très riche et est parti vivre en Europe. Quand elle apprend cela, Mrs. Aouda reste un moment sans rien dire. Puis elle demande « Que dois-je faire, Mr. Fogg? Donnez-moi un conseil. » C'est très simple. Vous venez avec nous en Europe et nous essaierons de retrouver votre parent. Mais je ne peux pas. J'ai peur de vous gêner. Passepartout, allez vite au bureau des voyages et prenez un 3e billet pour Yokohama. À la porte du bureau des voyages, Passepartout rencontre Fix. Il se met à rire et lui dit en se moquant « Eh bien, monsieur, vous ne pouvez plus nous quitter. Je suis sûr que vous avez décidé de venir avec nous jusqu'en Amérique. » Fix serre les dents et ne répond pas. Passepartout, vraiment très gai, le prend par le bras et ils entrent tous les deux pour louer 4 cabines sur le Carnatic. « Faites très attention, messieurs, » leur dit l'employé. « Le bateau ne partira pas demain, mais ce soir même, à 8 heures. Les réparations des machines sont finies et nous sommes pressés de partir. Nous avons déjà trop de retard. »« Très bien, très bien. Je vais prévenir mon maître qui en sera content. » Fix est blanc comme un linge. Il fait un grand effort pour ne pas laisser voir sa colère et il essaie de sourire. Il faut à tout prix qu'il trouve quelque chose pendant les 3 ou 4 heures qui lui restent. Il range son billet dans son portefeuille et dit « Vous voyez, monsieur Passepartout, tout va bien. Allons donc nous promener dans les vieux quartiers de la ville. Il est encore très tôt. Je veux vous montrer un endroit qui vous amusera. »« Avec plaisir, je vous suis. » Dans une rue étroite, ils s'arrêtent devant une porte rouge et jaune. Ils entrent. C'est une large salle bien décorée. Au fond, des gens dorment sur des lits. Autour de petites tables basses, d'autres personnes sont en train de boire et de fumer. Elles vident des tasses de thé ou de grands verres de bière forte. Plusieurs fument de longues pipes de terre rouge. Quelquefois, un homme roule sous la table. 2 garçons le prennent alors par les pieds et par les épaules, et ils le tirent jusqu'à un des lits où il s'endort comme un enfant. « Asseyons-nous là, voulez-vous » dit Fix. « Et parlons de choses sérieuses. Savez-vous qui je suis ?»« Bien sûr, » répond Passepartout. « Il y a longtemps que j'ai compris. Je dois même vous dire que vous ne faites pas un joli métier. Et ces messieurs de Londres
perdent leur peine. Comment? Perdent leur peine? Vous dites ça facilement. On voit bien que vous ne connaissez pas les chiffres. Si, je les connais. 20 000 livres sterling. Pas du tout. 55 000 livres sterling. Hein? Passepartout saute sur sa chaise. Il est très étonné et se demande pourquoi son maître lui a menti. Mais il ajoute: « De toute façon, nous ne devons pas perdre une minute. Écoutez-moi. Si je réussis, on me donnera 2000 livres sterling. Aidez-moi et je vous en laisserai le quart, c'est-à-dire 500 livres. Vous aider? Que dois-je faire? C'est simple. Empêchez votre maître de partir ce soir. Comment? Crie Passepartout. Les amis de mon maître vous donneront 2000 livres si nous ne pouvons pas rentrer à Londres le jour dit. Mr. Fogg est un homme juste, et c'est très mal de lui faire ça. Fix se passe la main sur le front. Que doit-il faire? Il voit bien que Passepartout ne ment pas. Alors, il décide de jouer sa dernière chance. Attention, mon ami, vous vous trompez. Votre maître est un voleur qui a réussi à prendre 55 000 livres sterling à la banque. Toute la police d'Angleterre le recherche. Je suis moi-même agent de la police. Voici mes papiers. J'espère que maintenant, vous allez m'aider. Passepartout reste muet et regarde un moment Fix. Puis, il se prend la tête dans les mains. Au bout d'une longue minute, il demande: « Que voulez-vous que je fasse? » Je vous l'ai déjà dit. Empêchez votre maître de quitter Hong Kong et vous recevrez 500 livres sterling. Jamais. Je ne sais pas si ce que vous dites est vrai ou faux, mais mon maître a toujours été bon pour moi. C'est votre dernier mot? Oui. Bien. Alors, faisons comme si je n'avais rien dit. Tenez, buvons pour oublier. Vous avez raison, buvons. Sur une table, à côté d'eux, il y a quelques pipes pleines d'opium. Fix en prend une, la donne à Passepartout, qui la porte à ses lèvres sans faire attention. Il l'allume, respire la fumée, et bientôt, la tête lourde, il tombe dans le sommeil. Fix se lève et se dit à lui-même: « Voilà, j'ai gagné. Phileas Fogg ne saura pas que le Carnatic part ce soir. » Pendant ce temps, Mr. Fogg aide Mrs. Aouda à préparer son grand voyage. Dans les boutiques de la ville, il achète toutes sortes de choses nécessaires. Quand la jeune femme veut remercier Phileas Fogg ou s'excuser de tout le mal qu'elle lui donne,
celui-ci répond « Ça ne me gêne pas du tout. Quand vous pourrez, vous me rendrez l'argent que je vous prête aujourd'hui. » Le soir, à l'hôtel, il remarque bien que Passepartout n'est pas rentré. Comme d'habitude, Phileas Fogg n'a pas l'air étonné, et il ne pose aucune question. Après le repas, les deux voyageurs montent tout de suite, chacun dans son appartement, parce qu'ils doivent partir tôt le matin. Ainsi, le 7 novembre, à 7h30, Phileas Fogg descend de sa chambre. Un garçon de l'hôtel va prévenir Mrs. Aouda, qui est prête, elle aussi. Il n'avait pas besoin de se lever si tôt et de tant se presser. Depuis 12 heures, le bateau est parti. Ils peuvent s'en rendre compte dès leur arrivée sur le quai du port. Il n'y a ni Carnatic, ni Passepartout. La seule personne connue, c'est Fix, qui est venu là pour voir comment Phileas Fogg va se débrouiller. Pendant 3 longues heures, celui-ci court dans tous les sens. Il est prêt, s'il le faut, à louer un bateau à prix d'or. Il ne trouve rien. Il ne perd quand même pas courage. À la fin, un homme vient lui demander « Est-ce que monsieur cherche quelque chose ?»« Vous avez un bateau prêt à partir ?»« Oui, monsieur. Le Tankadère, le meilleur de Hong Kong. Petit et léger, il va comme le vent. Si monsieur veut se promener un peu en mer, je suis sûr qu'il sera très content. Bon, conduisez-moi à Yokohama. » À ces mots, l'homme reste la bouche ouverte. Monsieur se moque de moi. C'est trop loin. J'ai manqué hier soir le départ du Carnatic, et il faut que je sois le 14 novembre à Yokohama pour prendre le bateau de San Francisco. Excusez-moi, monsieur, c'est impossible. Je vous offre 100 livres sterling par jour de voyage, plus 200 livres sterling si j'arrive le 14. L'homme regarde la mer et le ciel. Il compte, puis il tourne la tête vers Phileas Fogg. « Attendez, il y a peut-être un moyen qui va vous arranger. Le bateau que vous voulez prendre pour aller à San Francisco passe par Yokohama. C'est vrai. Mais savez-vous que son port de départ, c'est Shanghai? Là, nous pouvons essayer de l'attraper. C'est beaucoup plus près, et nous suivrons la côte du sud au nord. Et quand est-ce que ce bateau part de Shanghai? Le 11 novembre, à 7 heures du soir. Nous sommes aujourd'hui le 7. Nous avons donc 4 jours devant nous, si nous partons tout de suite. D'accord. Voilà 100 livres pour commencer. Le policier Fix a couru tout le temps derrière Phileas Fogg et Mrs. Aouda. Et maintenant, il entend cela. Ah, il voudrait pouvoir mettre le feu à tous les bateaux du monde. Mais il sait bien que sa colère ne sert à rien. Que doit-il faire? Suivre quand même son voleur pour voir dans quel pays étranger il va s'installer. Il demande donc à Mr. Fogg. « Pardon, monsieur,
J'ai manqué aussi le Carnatic et je suis très pressé. Est-ce que je peux partir avec vous pour Shanghai? Bien sûr, répond Phileas Fogg très poliment. D'abord, il faut que je m'occupe d'un pauvre garçon que je ne vois plus depuis hier soir. J'ai peur qu'il ait eu un accident. Je vais aller prévenir la police, donner son signalement et laisser la somme d'argent nécessaire pour qu'on le recherche et pour qu'on l'aide à retourner à Londres. Installez-vous, je reviens tout de suite. Vers midi, le bateau, le Tankadère, que commande John Bunsby, sort du port de Hong Kong. Le voyage peut être très dangereux. Dans cette région, la mer est souvent mauvaise, surtout en automne, quand les coups de vent sont terribles et changent tout le temps de direction. Mrs. Aouda a peur, mais elle ne veut pas le montrer, et elle regarde en silence les voiles blanches tendues comme des ailes. Le soir, l'air devient plus frais. De gros nuages passent sur la lune. Les marins allument alors les feux, et les 3 voyageurs descendent s'installer dans la cabine. Ils se couchent sur le plancher, enveloppés dans des couvertures, et ils essaient de dormir. Le matin du 9 novembre, le Tankadère est entre la grande île de Formose et la côte. Le patron pense qu'il va y avoir un très gros orage. À un certain moment, il est près de Phileas Fogg et il lui demande « Est-ce qu'on peut tout vous dire ?»« Tout. » « Eh bien, nous allons avoir un coup de vent. »« Est-ce qu'il viendra du nord ou du sud ?»« Du sud. »« C'est très bien, » répond tranquillement Mr. Fogg. « Le vent nous poussera du bon côté. Si vous prenez la chose comme cela, moi, je n'ai plus rien à ajouter. » John Bunsby donne alors ses ordres aux marins. On plie les plus grandes voiles, on rentre tout ce qui peut être emporté par l'orage, on ferme tout ce qui peut laisser passer l'eau. Les hommes sont à leur poste. Ils attendent avec courage. Vers 8 heures du matin, la pluie se met à tomber très fort. 20 fois, on pense que les montagnes d'eau qui se lèvent vont écraser le petit bateau. Mais John Bunsby, avec beaucoup d'adresse, empêche chaque fois l'accident. Les voyageurs, tout mouillés, restent dehors et regardent avec une grande attention le travail des marins. La mer frappe si fort, on croit tout le temps qu'elle va démolir le bateau en 1000 morceaux. Vers le soir, le patron crie à Phileas Fogg « Nous ne pouvons plus continuer. Je crois qu'il va falloir aller plus près de la côte et essayer d'entrer dans un port. » « Pour moi, il n'y a qu'un seul port. C'est Shanghai. Dépêchez-vous. » Cette nuit est vraiment terrible. Puis, le jour se lève et la mer devient enfin moins mauvaise. Le bateau est sauvé.
Mais les 600 livres sterling ne sont pas encore gagnés. Il faudrait être à Shanghai le 11 novembre avant 7 heures. Et on est le 10. Il semble malheureusement que le vent soit fatigué. Il devient trop faible, trop mou, et la mer est comme de l'huile. Les marins ont tendu toutes les voiles lourdes de pluie. La 4e nuit du voyage est très belle. Le Tankadère n'avance presque plus. Le jour suivant, à midi, il reste 45 000 marins à faire pour arriver jusqu'à Shanghai. À 7 heures du soir, 3 000 marins. Malheur de ma vie, pense John Bunsby. Il est trop tard. Je perds les 200 livres que l'Anglais avait promis de me donner en plus du prix du voyage. À ce moment, on voit au-dessus de la mer une fumée noire. C'est le général Grant qui est déjà sorti du port. « Le voilà !» crie le patron. « Tirez des coups de canon pour l'appeler !» répond Phileas Fogg. Il y a sur le devant du Tankadère un petit canon qui sert surtout par temps de brouillard. « Levez le pavillon de détresse !» ordonne ensuite Mr. Fogg. Le pavillon de détresse est un petit drapeau qu'on lève quand un bateau se trouve en danger. Il faut que les marins du général Grant remarquent le Tankadère et comprennent qu'ils doivent venir l'aider. « Feu !» crie Phileas Fogg. Et un coup de canon traverse l'air.